Voilà, je remercie l'ensemble des partenaires mécènes qui soutiennent la chaire Tourisme durable, qui sont affichés à l'écran, et je vous laisse en compagnie de Dominique et Élodie. Bonne séance. Bonjour à tous. Donc, on va se mettre côte à côte avec Dominique pour que ce soit un peu plus convivial. On va se présenter et puis ensuite, on va surtout vous présenter le résultat de travaux qu'on a menés ces dernières années dans le cadre de la chaire Tourisme durable. Donc, je laisse la parole à Dominique qui se présente. Alors, je suis Dominique Créziac, je suis enseignant-chercheur, professeur en marketing à l'Université Savoie-Mont-Blanc et je coordonne cette chaire de recherche liée à la fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et une chaire de recherche, c'est finalement un groupement de chercheurs et de mécènes, d'entreprises ou de collectivités ou d'acteurs socio-économiques du territoire qui vont collaborer autour de sujets de recherche avec une vocation à la fois de faire avancer la connaissance, mais aussi une dimension de diffusion et de partage de résultats. Et c'est vraiment l'objet de ce qu'on est en train de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, rebonjour, Élodie Monté, je suis pour ma part maître de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc et au sein du laboratoire IREG. Euh, on s'arrête parce qu'on doit accepter des gens en salle d'attente. Voilà. Donc, maître de conférence en marketing et mes recherches portent principalement sur la contribution des consommateurs et notamment dans un contexte touristique, donc la contribution des touristes aux destinations. Et une partie des travaux que j'ai menés ces dernières années va vous être présentée, ce qui sera l'occasion aussi de discuter, puisque peut-être que ça permet de faire un préambule. L'idée aussi de ce webinaire, c'est que ce soit interactif et que vous puissiez réagir. Il y a des parties pris dans notre présentation. On a forcément voulu insister sur certains aspects plutôt que d'autres. L'idée étant de susciter le débat et d'amener de la réflexion. Donc, on va commencer, même si Dominique disparaît régulièrement. Et qu'on gère en même temps la salle d'attente. Voilà. Alors, on va dire quelques mots sur le programme scientifique de l'ensemble de la chaire Tourisme durable, parce que le webinaire qu'on fait, ça s'inscrit dans un programme plus global. Il y avait trois. Ah, alors, on va vous demander peut-être de. Voilà. Voilà, super. Trois grands volets dans ce programme scientifique de recherche qui s'est étendu sur 3 ans, donc 2022-2025. Donc, un ensemble de projets de recherche menés en collaboration avec le Grand Bornand dans le programme Grand Labo, avec un accent sur une réflexion sur les business models durables. Quels sont les business models d'avenir pour les stations et les destinations de montagne? Le deuxième volet de notre recherche, et c'est là que se situe notre intervention d'aujourd'hui, autour des usages émergents en montagne, plus orienté marketing, plus orienté sur les usagers, les touristes, les visiteurs. Et puis un troisième volet sur des facteurs d'accélération et d'orchestration de la discussion sur la transition environnementale des territoires de montagne, avec un volet consacré à l'étude de projets de territoires durables, avec Méribel et Courchevel notamment, et une observation pendant les championnats du monde de ski, et un dernier projet autour des certifications flocons verts, une certification qui va aider à la mise en route en fait de la discussion là aussi de la transition sur les destinations de montagne. Alors, ces sujets, on va pouvoir les retrouver dans le cahier de recherche qu'on a édité, hein, qui rend compte de façon assez synthétique de plusieurs de nos projets que j'ai indiqués là en vert. Et puis, ça va être l'objet aussi de cette série de webinaires. Donc aujourd'hui, on commence avec ce séminaire sur le touriste mécène. Et puis, le 25 mars, il y aura ce séminaire sur les cartographies de business model durable. Puis, une restitution du cas du projet de territoire durable Méribel 2038, ça sera le 8 avril. Et non, pardon, oui, le 8 avril, et j'en ai manqué un au passage, sur la certification flocon vert le 1er avril, mais c'est pas une blague. Alors, on retourne avec Élodie sur un focus plus spécifique aujourd'hui sur le touriste mécène. Alors, quand on parle de tourisme et d'engagement local en montagne, de tourisme contributif, en fait, on parle d'une vision critique du tourisme traditionnel. Et quand on parle
critique ici, c'est critique constructive, hein. C'est vraiment poser un regard différent sur ce qu'est le tourisme à l'heure actuelle et ce que ça signifie de parler de tourisme contributif et régénératif, puisque ce sont des mots-clés qu'on entend beaucoup, qui sont aussi euh, qui sont très tendances dans les médias, mais qui recouvrent des réalités très différentes. Dans tous les cas, quand on parle de tourisme contributif ou régénératif, l'objectif, c'est bien de réconcilier les visiteurs et les communautés locales en transformant les touristes en acteurs du développement durable, en l'occurrence montagnard pour ce qui nous concerne. Donc, le tourisme contributif, en fait, finalement, il peut être vu comme une version allégée du tourisme régénératif. Tourisme régénératif, c'est l'idée que le touriste peut aider à améliorer la destination qu'il visite et pas seulement à maintenir un état et à maintenir la destination dans l'état dans lequel il l'a trouvé. Et le tourisme contributif, c'est un entre-deux, c'est-à-dire qu'on va évoquer la possibilité pour les touristes de contribuer, de se sentir plus impliqués dans la destination et de faire des choses utiles pour la destination. Donc on n'est pas dans une logique de créer des expériences touristiques pour faire plaisir aux touristes, mais bien de trouver un compromis pour que la présence des touristes sur le territoire puisse amener quelque chose au territoire. Alors pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette réflexion autour du tourisme régénératif ou contributif? C'est parce que le tourisme traditionnel, il peut être perçu comme une transaction déséquilibrée. C'est-à-dire des touristes qui auraient l'impression d'être un peu des pigeons et des destinations qu'on consomme. Donc on a vraiment ce vocable du marketing qu'on connaît hein, et qu'on utilise aussi, mais le fait qu'on essaye de capter des clients, qu'on essaye d'augmenter le panier moyen, qu'on essaye de vendre des expériences et que tout aussi puisse devenir expérience. Je pense notamment à Airbnb qui propose maintenant un onglet expérience qui, pour la plupart, sont finalement juste faire un tour en ville avec des locaux. Ça interroge sur ce qui est commercialisable. Et puis, l'autre pendant aussi de ce tourisme traditionnel qu'on peut venir critiquer, c'est le fait que malgré des efforts d'adaptation des offres touristiques, on a quand même des voyageurs qui vont, et ça se ressent dans les avis qui sont laissés sur des sites de type TripAdvisor, qui vont regretter ou avoir la sensation d'avoir été euh, vraiment utilisés par la destination pour amener la partie économique du voyage. Donc avoir payé pour son transport, pour son hébergement, pour ses activités, pour sa restauration, pour ses souvenirs. Ce qui peut aussi engendrer des tensions et créer ces comportements de consommation on pense, et je pense qu'on a tous des images en tête de stations de ski où la neige vient un peu à manquer, où tout le monde essaye de faire son maximum pour, malgré tout, offrir des séjours de ski aux touristes, et que par contre, on a des gens en face, donc des touristes, qui vont adopter des comportements à la limite de la politesse parce qu'ils sont dans une logique vraiment de consommation. Et à partir du moment où ils ont payé pour leur forfait, il faudrait qu'ils skient dans tous les cas. Donc, cette émergence du tourisme contributif et régénératif, il n'est pas nouveau. Par contre, il trouve des applications de plus en plus dans les destinations touristiques depuis quelques années. Donc, le tourisme régénératif, je le mentionnais, Si tu penses à des trucs que j'ai pas notés, tu me dis. vise à laisser la destination plus propre qu'à l'arrivée et de contribuer à la communauté et à son environnement, ce qui pose un certain nombre de questions hein, qui sont tout à fait entendables sur la façon à la fois dont on le met en œuvre et comment on fait pour que ce soit vraiment utile. Et puis, c'est un idéal qui est ambitieux, mais qui est difficile à concrétiser. C'est un peu utopique sur certains aspects. Le tourisme contributif, c'est de proposer de traduire ces grandes idées en actions simples que tout un chacun pourrait réaliser sur son lieu de séjour, comme le mécénat d'associations, l'arrondi en caisse au profit de projets du territoire, à participer à des actions de volontariat pendant le séjour. Donc des petites actions utiles et qui vient aussi surfer sur cette recherche de nouvelles expériences par les touristes. Et je pense notamment en montagne aux personnes qui payent pour avoir le droit de monter sur une dameuse. Donc, des gens qui vont se lever à 5 heures du matin pour monter sur une dameuse. C'est rigolo, ça amène de l'argent, c'est des nouvelles activités pour le territoire. En revanche, est-ce que c'est utile? Ça peut poser question.
Donc, les travaux qu'on mène là, dans la chaire tourisme durable, c'est notamment sur la perception des types de contributions que les touristes pourraient mener sur les territoires et la façon dont ça peut impacter positivement ou pas le territoire. Et un exemple qui est celui sur lequel je travaille depuis quelques années, c'est celui de l'arrondi solidaire, que vous connaissez sûrement en magasin classique, hein, pas forcément pendant que vous êtes en vacances, mais le fait d'arrondir à l'euro supérieur le montant de vos achats pour pouvoir faire une donation de manière indolore à une association. Et cet arrondi solidaire, il est pour l'instant en France principalement implémenté dans des chaînes de magasins type Carrefour, Nature et Découverte, Monoprix, et au profit d'associations qui sont assez variées et qui sont choisies par les magasins ou par les chaînes. C'est un outil simple et efficace pour les associations puisque on a plus de 50 millions d'euros en France qui ont été collectés sur les 5 dernières années. Et vous avez dû le constater vous-même quand vous faites vos courses que c'est de plus en plus fréquent qu'on soit sollicité pour cela. Donc, l'idée de cet arrondi solidaire et l'idée de mes travaux, c'était de se poser la question de savoir dans quelles conditions on pourrait le mettre en place sur des destinations touristiques et quel effet ça peut avoir sur les touristes, à la fois dans leur perception et dans les sentiments qu'ils vont pouvoir développer vis-à-vis de la destination. Puisque à partir du moment où on prend la, la mesure d'un souci au travers d'une association, à partir du moment où on est sensibilisé, à partir du moment où on est informé et à partir du moment où on participe, on va pouvoir aussi développer un sentiment d'appartenance plus grand. C'est aussi un moyen très efficace de démontrer la responsabilité sociale et sociétale d'une entreprise, mais également d'une destination. On parle d'image de marque ici, mais ça peut être l'image de marque du territoire qui démontre un engagement vers des causes locales et puis peut contribuer à renforcer la confiance des clients. Et puis la transparence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est transparent sur la nature des fonds, la quantité et l'utilisation de ces fonds, ça peut mettre en exergue un dynamisme du territoire et valoriser le fait qu'il y ait eu des donations au départ. Alors, je ne sais pas si j'ai mis une slide à ce propos, sinon je vous présenterai à l'oral. Oui, je vais vous le présenter à l'oral. Donc, c'est des travaux que j'ai menés notamment dans la station de Notre-Dame de Bellecombe, à côté entre Flumet et Pras-sur-Arly, où pendant un mois, on a mis en place des sortes de petites boîtes jaunes dans 5 commerces de proximité pour essayer, avec des fausses pièces, pour faire un tour de vote, pour savoir si les gens étaient plus enclins à donner de l'argent sur ce format d'arrondi solidaire à des associations locales versus des associations internationales. En l'occurrence, c'était le local qui était le plus plébiscité. Et en parallèle, j'ai mené 20 petits entretiens, enfin, des petites interviews, presque micro-trottoirs à la sortie de ces magasins pour interroger les gens sur leur perception de cet arrondi solidaire, en sachant que c'est un outil qui a déjà été mis en place dans certaines stations ou pour lesquelles il y a déjà eu des expérimentations, notamment à Chamonix, qui n'ont pas abouti. Donc l'idée, c'était vraiment de confronter la vision des stations qui pensent à l'arrondi solidaire pour collecter des fonds, notamment pour les associations sportives locales, pour des associations de préservation de l'environnement, et des touristes à qui on vient demander quelques centimes en caisse. Et donc ce qui ressortait, et ce qui était très intéressant, c'est que il y avait un peu le sentiment que la station ne faisait pas enfin, utiliser entre guillemets les touristes pour collecter des fonds à partir du moment où c'était pas très transparent et que les touristes, en venant une semaine par an, n'allaient pas pouvoir tracer l'utilisation de cet argent. Donc il y avait de la méfiance qui émergeait des entretiens. Et dans le même temps, un vrai sentiment que ça pouvait changer la donne et que ça pouvait être une façon très simple de contribuer à la destination et de l'aider à mettre en place un certain nombre de projets. Et dans une deuxième étude, ce qui est ressorti surtout, et je pense que c'est ce qui est peut-être à retenir de cette slide, c'est le fait que la donation en caisse est presque
révélateur de la satisfaction du client ou du touriste. Et que plutôt que de demander finalement êtes-vous satisfait ou pas de votre séjour, il vaut mieux demander est-ce que vous êtes prêt ou pas à donner de l'argent pour une association locale. C'est sensiblement la même mesure. Et c'est surtout un révélateur de ce qu'on appelle, et je l'évoquerai un peu plus tard, le psychological ownership, donc le sentiment d'être un peu propriétaire des lieux, mais donc du coup d'être un peu responsable aussi, et que ça découle, et c'est un facteur qui est très important, de la qualité du service reçu. Donc finalement, on peut demander aux gens de contribuer, d'être généreux, d'être solidaires avec le territoire qu'ils visitent, à partir du moment où on a été généreux avec eux dans l'accueil qui leur a été réservé dans l'offre de service. Alors, pour rendre les choses peut-être plus concrètes sur certaines initiatives contributives, je vais peut-être laisser la parole à Dominique. Non? Donc, c'est une petite sélection, mais on a Mountain Rider qui a une opération montagne zéro déchet, qu'il a déjà mise en œuvre à Megève, à Tignes, à Val d'Isère. On a des éco-volontariats qui peuvent être faits notamment au Conservatoire d'espaces naturels en Haute-Savoie. On a des initiatives de sciences participatives avec le Créa Mont-Blanc qui invite les vacanciers à participer à des actions de sciences participatives avec une petite formation au départ, puis au cours des randonnées, un comptage d'espèces, de faune, de flore, d'identification des animaux, de la préservation du patrimoine culturel aussi, au travers d'un bâtiment qu'ils ont financé partiellement avec du crowdfunding. Donc c'est vraiment une logique de participer et d'offrir une expérience touristique assez unique. On a également la possibilité d'avoir de la compensation carbone sur donc la compagnie des guides de Chamonix, par exemple, et Alpes Bivouac, qui propose au moment de l'achat de l'activité de compenser l'impact carbone des déplacements qui sont générés. Donc c'est énormément de facettes qui correspondent à plusieurs actions, mais qui donnent des idées concrètes de ce que peuvent être ces initiatives. D'autres initiatives, on a le Snow Leopard Day, donc des événements de ski de randonnée pour la protection du léopard des neiges. On a des événements de nature et ski, pas forcément spécifiquement dans une destination, mais qui vont être orientés sur et le ski et la découverte du patrimoine environnemental. Et puis, il y a une initiation qui est rarement mise en valeur, mais c'est la taxe de séjour. C'est-à-dire qu'on a déjà des contributions des touristes au territoire qui peuvent être peut-être valorisées davantage ou peut-être être présentées de manière plus transparente pour que rapidement les touristes ne sont plus pigeons à payer, 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 mais au contraire se disent que déjà une taxe de séjour peut contribuer au territoire. Donc, pour faire écho à ce que j'expliquais sur cette étude, sur l'effet de la satisfaction client sur la volonté de contribuer, c'est vraiment quelque chose qui ressort de manière significative dans les études sur le fait que on va pouvoir avoir un sentiment d'appartenance qui se développe et que ça va contribuer à cette volonté de contribuer, sans redondance, mais qu'on a d'abord la qualité de service qui va donner un sentiment d'appartenance, puis la volonté de contribuer. Et si on essaye de faire l'inverse, ça ne peut pas marcher. On a besoin de cette qualité de service déjà en prérequis. Et je vais laisser la parole à Dominique qui va présenter une autre étude. Je lui laisse la parole. Merci. Alors, je vais juste passer la présentation en panorama. Voilà. Alors, là, je partage avec vous un travail qu'on a mené pour essayer de comprendre en fait ce qui pouvait motiver et encourager les contributions des touristes sur les destinations qui voyagent. Et on a imaginé quelque chose, bon, Élodie vient d'en parler, sur le fait de contribuer, le fait que ça puisse être aussi un reflet d'un élément de gratitude ou de satisfaction vis-à-vis de la destination. Donc nous, on a eu envie de regarder aussi ces dimensions de don contre don, une sorte d'échange symbolique entre les destinations et les voyageurs. Et on a mis en place avec des collègues suisses et canadiens un travail autour de ces contributions. Alors, on a fait en fait un travail
dans un champ de recherche qui s'appelle la philanthropie de voyage. L'idée, c'est de repérer en fait la dimension philanthropique, la dimension de faire du bien à l'humanité, si on peut parler avec des grands mots, lors des voyages. Alors, il y a deux grandes catégories. Il y a une catégorie, vous vous en doutez, de voyages caritatifs, ce n'est pas du tout notre objet. Et puis, il y a une autre catégorie dans la philanthropie de voyage qui sont des actions de philanthropie, mais qui ne sont pas l'objet du voyage. Alors, nous, c'est plutôt ça qui nous a intéressés et on a interrogé à travers un panel des voyageurs d'aventure, français, suisses et canadiens. Alors, qu'est-ce qu'on appelle voyageurs d'aventure? Eh bien, nous avions donné une définition très large de ces voyageurs d'aventure. Ça peut être aller faire du kayak dans le Grand Nord, mais ça peut être aussi faire un voyage en Europe, traverser des pays avec les enfants dans la carriole de son vélo. C'est tout autant une aventure. Donc, on avait vraiment une définition très, très large. Et 580 voyageurs nous ont répondu et on les a interrogés sur la préparation de leur voyage, leurs objectifs de voyage, etc. Et aussi sur les contributions qu'ils estimaient avoir faites lors de leur voyage sur les destinations qu'ils ont voyagées, qu'ils ont visitées, pardon. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'il y a deux grands, finalement, types de contributions que nos répondants estiment avoir fait. Alors, un premier ensemble, et ça ne vous surprendra pas là aussi, qui sont des dépenses touristiques et la présence sur place. Ils nous disent, on a contribué en achetant, en faisant nos achats, en visitant la destination, en étant présent, également à travers la taxe de séjour. Donc ça fait un ensemble de contributions qui sont finalement liées, qui sont obligatoires et puis qui ont une sorte de contrepartie avec l'achat de services ou de prestations. Mais il y a un deuxième ensemble de contributions qui sont des contributions qu'ils ont fait de façon volontaire, sans contrepartie directe, sous forme de dons, sous forme de bénévolat, de compensation carbone, d'arrondi en caisse pour certains, de ramassage de déchets. Alors là, si on peut voir quelques chiffres, on voit que bien sûr, les gens pouvaient répondre plusieurs choses. Ce sont les réponses sur les dépenses sur place et les taxes de séjour et leur présence sur place qui ont évidemment été le plus citées. Mais il y a un certain nombre de personnes qui ont mis en œuvre du bénévolat, de la compensation carbone, du don, de l'arrondi solitaire. Et au total, 41% de nos répondants considèrent qu'ils ont contribué à la destination sous ce format-là. Donc, ce n'est pas du tout marginal en termes de réponse. Alors, le deuxième résultat qui va nous intéresser ici, c'est finalement qu'est-ce qui va influencer l'envie de contribuer à la destination. Alors, on n'a pas forcément trouvé de grandes différences dans les tempéraments des individus. Alors, bien sûr, il y a peut-être une orientation altruiste, mais ce n'est pas tellement ça qui nous a intéressés, puisque ce n'est pas là-dessus que des destinations peuvent finalement jouer. On a voulu mesurer si le type de pays qui était visité avait une influence ou pas sur le type le montant, le type et le temps consacré à des contributions. Et à notre grande surprise, il n'y a pas réellement d'effet du type de pays visité. Que ce soit dans des pays qu'on va qualifier de riches ou des pays pauvres, finalement, il y a eu dans des proportions similaires des contributions volontaires. Donc, ça veut dire que cette idée de faire contribuer des touristes aux destinations qu'ils visitent, ça ne s'arrête pas à une dimension caritative ou une dimension d'aide ou d'entraide ou de solidarité internationale. Ça peut être tout à fait légitime pour des destinations plus favorisées de demander ces contributions. Et ça nous intéresse quand on va parler du tourisme dans nos destinations de montagne. Même si on sait que les destinations de montagne sont confrontées à des enjeux, on n'est pas en train de parler d'un voyage en Inde ou d'un voyage dans des pays en développement. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que parmi nos voyageurs d'aventure, alors je fais une petite parenthèse, on avait choisi d'explorer cette idée du tourisme d'aventure parce que c'est une partie du tourisme qui se pratique aussi en montagne. Et puis, ce sont des voyages très impliquants, souvent chers, souvent longs. Et là, les deux tiers de notre échantillon avaient bénéficié d'un financement externe de leur voyage, soit sous forme de cadeaux de mariage, des 30 ans, etc., des cagnottes auprès des amis, parfois des sponsors ou des soutiens de marques pour du matériel. En tout cas, ce qu'on a observé, c'est que plus nos répondants avaient bénéficié d'un financement externe à leur voyage, plus ils ont contribué de façon volontaire. Alors, on pourrait faire un raccourci en disant c'est plus facile d'être généreux avec l'argent des autres. Ils sont plus à l'aise dans leur budget puisqu'ils ont reçu un financement externe. Sauf que les contributions, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi du temps,
Donc, nous, on pense qu'il y a peut-être là quelque chose à explorer avec cette dimension d'avoir reçu un financement externe de son voyage et que ça va augmenter la propension à redonner, non pas forcément redonner à la personne qui nous a donné dans une logique simple de don contre don, mais plutôt d'une contrepartie généralisée. On a reçu, ça nous incite à être généreux avec le reste du monde. Et ça nous semble être un résultat vraiment intéressant et inspirant pour la suite parce que ça peut être quelque chose qu'on va peut-être mobiliser dans de la communication ou en tout cas en sollicitant nos contributeurs. Alors, je ne sais pas si on peut, nous on avait mis dans le titre de notre projet le touriste mécène. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le mot qui convient, peut-être qu'on pourra en parler avec vous. On est encore en train de s'interroger sur l'usage de ces termes, mais on aime bien cette idée du touriste mécène. Parfois, ce terme, quand on en parlait autour de nous ou à des répondants dans les entretiens qu'on a pu faire, certains imaginent un mécène, quelqu'un de très riche qui va faire une contribution majeure sur une destination en remerciement ou pour soutenir un lieu. Et là, finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que ces contributions, elles peuvent être tout à fait modestes et pour autant créer quand même probablement de l'attachement avec la destination qui est visitée. Et ça, ce sera la suite de notre projet de recherche. On continue, on est motivé par nos premiers résultats et on a envie d'explorer ce deuxième aspect. Alors, je vais passer la parole à ma collègue. Alors finalement, quand on prend l'ensemble de ces résultats, on en vient à proposer, à suggérer un retour aux sources du tourisme, c'est-à-dire que quand on parle de tourisme régénératif, de tourisme contributif, on pourrait croire que ce sont de nouvelles formes de tourisme, alors qu'en réalité, si on regarde l'histoire du tourisme des 2 derniers siècles, c'est d'abord une histoire d'échange et de liens, impliquant la rencontre entre des touristes, entre des habitants, des locaux, et qu'on a perdu avec le tourisme de masse, mais que finalement, dans des destinations comme les nôtres, en montagne, qui peuvent être propices à être sur des territoires très petits, on a besoin de cette dimension humaine, et finalement, rien en parlant de dimension humaine, sans parler de tourisme régénératif, on retrouve un peu de bon sens sur ce qu'on peut offrir et attendre des touristes qui visitent. Et ça a des vertus, puisque en ayant des liens plus équilibrés, on va à la fois favoriser le respect du territoire, le respect des gens qui y habitent par les touristes, puisqu'il y aura une meilleure compréhension et un sentiment de faire partie, d'être partie prenante et de faire partie du territoire aussi. Et puis de désamorcer certaines tensions qui peuvent émerger justement quand on a des attentes complètement différentes. Euh, et on a voilà, ces contributions des touristes peuvent être un moyen de rééquilibrer les liens entre touristes et résidents. Alors, pour conclure, et puis après, la parole sera à vous et on sera très heureuse de pouvoir échanger de manière libre et créative, je dirais, sur ces sujets, puisque le choix du titre était volontairement un peu provocateur, puisqu'on veut transformer les pigeons en colibris, donc de la sensation et de la perception de certains touristes d'être un peu des pigeons des destinations. On pourrait essayer de trouver des astuces, de trouver des expériences touristiques qui les mettraient en position d'être des colibris, avec cette légende qui parle du battement d'ailes des colibris qui peuvent faire changer et provoquer des tornades et des tempêtes et créer du vent, en tout cas un vent de changement, et de pouvoir appliquer des principes de transparence et de démontrer la pertinence des projets qui sont mis en place sur les territoires, la qualité aussi de ce qui est proposé dans une expérience touristique globale et pas simplement une offre marketée de produits touristiques, ce qui est très différent. Et puis retrouver un peu cette sensation quand on est touriste d'être accueilli un peu comme si on était chez nous. Donc je vais finir sur ça. Je ne sais pas si Dominique veut Parfait. le mot de la fin. Donc, on va vous relaisser la parole. J'ai coupé certains micros, donc si à distance, si jamais vous avez envie de parler avec nous, regardez bien si votre micro est activé. Alors, on peut aussi poser des questions dans le chat.
Alors là, on a eu Lucie Audet qui s'affiche en gros sur notre écran. Je ne sais pas si Mhm. vous voulez venir. On a une question dans le chat qui est l'écotourisme au sens premier du terme, non restreint au tourisme de nature, n'est-il pas une forme de tourisme naturellement contributif par essence? Alors, oui, à partir du moment où il y a une participation, mais en soi, oui. Et c'est pour ça que j'insistais dans la présentation sur le fait on utilise ce vocabulaire de tourisme régénératif, de tourisme contributif, mais en réalité, on a déjà des formes de tourisme qui sont très proches de contributions de cette nature. D'ailleurs, si je peux me permettre de compléter la réponse, enfin, de rebondir sur la réponse d'Élodie, une partie de notre travail dans les publications scientifiques, il est autour de définir les contours de ce qu'on entend par contribution. Est-ce qu'on met dedans les contributions qui donnent lieu à un échange marchand? C'est aussi des contributions, mais est-ce que ça en fait partie? Est-ce qu'il y a des catégories? Quelles sont les limites de l'écotourisme? Est-ce que c'est lié? Est-ce que le tourisme caritatif, ça peut être aussi de l'écotourisme? Ce sont quand même des notions qui sont reliées entre elles. Donc, il y a un grand soin qui est apporté là au niveau des publications sur ces définitions-là. Et le dernier point, c'est aussi que certaines pratiques écotouristiques, même si elles sont très régénératives pour l'âme et pour les personnes qui les pratiquent, sont en fait potentiellement assez destructrices, puisque visiter la nature a parfois des effets tout à fait délétères sur les espaces naturels. Donc, c'est assez ambigu finalement. On a une deuxième question qui est sur la différence faite entre la philanthropie de voyage et le tourisme solidaire, structuré par exemple dans le réseau ATES, Association pour un tourisme équitable et solidaire. Ouais. Alors, le tourisme solidaire est- fait partie en fait de la philanthropie de voyage. Euh, et la philanthropie de voyage, c'est vraiment la façon enfin, comment expliquer ça? Euh, Quand vous faites du tourisme solidaire, vous faites de la philanthropie de voyage. L'un inclut l'autre. Par contre, ce qui est intéressant dans la philanthropie de voyage, c'est qu'elle est très orientée en général, en tout cas dans la recherche, sur des territoires en voie de développement, avec un rapport assez particulier du touriste qui vient amener l'argent aux populations locales qui attendaient cet argent. Mm. Je vois juste Dominique disparaître hein, sur l'écran. Donc il y a un côté aussi asymétrique dans la relation. Et il y a une autre dimension, c'est le fait que la philanthropie de voyage, elle est quand même beaucoup portée sur du développement économique local, avec parfois un objectif de voyage qui est caritatif. Et pas, alors que là, ce que Dominique a présenté, c'était davantage de voir comment est-ce que les touristes, au cours d'un voyage, peuvent contribuer. Je ne sais pas si ça répond à votre question parfaitement. N'hésitez pas à rebondir aussi dans le chat si jamais. Là, on rejoint la question des définitions et d'essayer de repérer ces ensembles et ces sous-ensembles qui sont assez poreux, effectivement. Ce qui nous intéresse aussi, c'est d'impliquer des touristes qui ne sont pas venus pour faire du tourisme solidaire, qui ne sont pas venus particulièrement pour faire de l'écotourisme, qui ne sont pas venus particulièrement pour faire du tourisme caritatif, et de voir comment, à l'occasion d'un voyage plus conventionnel, ils peuvent toutefois être contributifs et en plus en retirer une satisfaction supplémentaire en termes d'engagement vis-à-vis de la destination, de satisfaction, de développement personnel. Une question sur la dimension formelle, avec l'idée dans le réseau ATES, c'est ça, Jean-Loup de Fuchs nous parle de l'UGA sur ce réseau ATES, avec des projets de développement identifiés. Alors, dans des entretiens qu'on a menés ou qui ont été menés au sein de notre équipe par nos collègues suisses notamment, il y avait la question des opportunités de contribution, c'est-à-dire qu'une partie des voyageurs d'aventure ont pu répondre qu'ils étaient partants pour contribuer, mais qu'ils n'ont pas eu l'occasion, qu'ils n'ont parfois pas eu le temps, notamment ceux qui étaient en groupe organisé. Il y a un effet assez ambigu.
certains ont pu, grâce à leur guide ou à l'agence de voyage qui les avait aidés dans l'organisation, contribuer parce qu'on leur a fait une proposition, une suggestion de contribution. Mais le fait d'être aussi en voyage organisé ou en voyage avec une association ou avec un groupe a pu mettre une pression temporelle qui a un effet négatif sur les contributions. C'est-à-dire qu'ils expriment ce sentiment d'avoir pas eu le temps de contribuer. Il n'y avait peut-être pas un jour prévu pour un ramassage de déchets ou une contribution. Donc là aussi, si on interroge les touristes, si on souhaite les faire contribuer, il faut qu'ils trouvent à leur disposition des occasions de contribuer, faciles, simples, qui ne soient pas perçues comme une obligation, parce que là, pour le coup, ce serait très préjudiciable à la satisfaction. Et c'est en ce sens-là que l'arrondi en caisse, quelque chose, on peut dire non, c'est discret, il n'y a pas d'obligation à contribuer, et ça, c'est plutôt pas mal pour le sentiment de liberté aussi des touristes. Donc, et c'est clair que nous, on va aussi explorer ces liens ou ces distinctions ou ces contrastes avec des dimensions plus formelles des projets de développement qui sont identifiés. Et pour rebondir sur la distinction entre la dimension formelle et informelle qu'on peut retrouver dans différentes formes de philanthropie de voyage, c'est aussi ce qui ressort et l'intérêt de l'arrondi solidaire, c'est qu'il y a un tiers de confiance Oui. qui est l'enseigne ou qui serait la destination, si par exemple c'est à l'office de tourisme qu'on peut faire une donation. Parce que quand on est touriste, on ne connaît pas bien le territoire et on a du mal à savoir aussi quelle association, quel bénéficiaire, quelle cause est vraiment importante pour le territoire, et où va avoir du sens pour l'association. Donc ça, c'est vraiment le tiers de confiance qui peut permettre de lever ce frein. Alors, on me demande de développer l'expérience des boîtes jaunes menées à Notre-Dame de Bellecombe, boîtes mises à disposition dans les commerces, à l'office de tourisme, etc. Alors, c'était des petites boîtes jaunes avec deux photos sur les boîtes jaunes. L'une, c'était un tétralyre, c'était pour la préservation de la faune locale, et l'autre, c'était un panda, et ça suggérait une asso type WWF sur la préservation de la faune à l'international, pour juste manipuler l'ancrage territorial de la cause qui était proposée. Mais par contre, ça peut être un biais, hein, mais c'était proposé sur la partie, enfin, sur une cause environnementale dans les deux cas. Ces petites boîtes, elles étaient situées dans 5 commerces. Il y avait un coiffeur, un magasin de location de sport, le Sherpa, un Vival et la pharmacie. Donc 5 commerces vraiment très différents. Et il y a eu à peu près 230 votes. Donc quand je dis vote, en fait, c'est qu'il y avait des pièces à disposition de 50 centimes pour figurer l'arrondi solidaire qui pourrait être fait. Et les gens devaient positionner une pièce dans l'une ou l'autre des boîtes. Et puis après, il y avait des entretiens. Ce qui était intéressant, c'est de voir que la vraie différence de participation selon les magasins, elle ne s'est pas faite par la nature du magasin, elle ne s'est pas faite par sa fréquentation, elle s'est faite par l'engouement du personnel du magasin pour l'expérimentation. C'est-à-dire que les magasins où j'avais quelqu'un de super dynamique, à fond derrière l'idée de tester, cette petite expérimentation, il y avait une participation très importante. Et les magasins aussi, alors je pense notamment à un Vival qui était tenu par deux commerçants qui sont là depuis 20 ans, qui jouaient le rôle de tiers de confiance et où les gens là, que j'ai interrogés derrière m'ont dit, bah, de toute façon, si eux mettent une association en évidence dans leur magasin, je vais forcément le donner parce que, et on revient sur l'histoire de la satisfaction et de la qualité du service, parce que ça fait 20 ans que je les connais, qu'ils ont toujours été super, que je sais qu'ils feront quelque chose qui n'ira pas à l'encontre de mon intérêt. Donc ça, c'était vraiment très important dans ce qui ressortait. Alors, Grégoire nous suggère, nous pose la question, est-ce que proposer à des touristes de participer à des démarches dans le cadre de processus d'intelligence collective pour accompagner les territoires de montagne dans leur transition, est-ce que ça peut être considéré comme du mécénat? C'est une excellente suggestion. C'est vrai qu'on ne l'avait pas forcément envisagé, on ne l'a pas vu dans nos entretiens, mais ça peut être vraiment une très très bonne idée. On pourrait parler justement de mécénat de compétences
Et on peut aussi imaginer que dans ces conversations sur la transition en montagne, on parle beaucoup des touristes comme un ensemble peut-être Homogène. homogène, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a probablement des touristes qui seraient vraiment très partants pour venir discuter avec des acteurs locaux et participer de façon active à la conversation. Donc, c'est une excellente suggestion, à la fois dans les travaux qu'on mène sur la conversation sur la transition dans les destinations, mais aussi sur cette idée de contribuer. Juste pour anecdote, dans d'autres travaux qu'on avait menés avec la station de Val Thorens, on avait recruté des répondants en leur disant, venez contribuer à l'amélioration. Vous aimez la station, venez en parler avec nous et contribuer à l'amélioration de son service. Et en fait, on avait eu énormément de personnes qui s'étaient manifestées et on peut imaginer que c'est une forme de contribution. Ils aimaient le lieu, ils avaient envie de participer à l'amélioration sur place. Donc, c'est Et une pour très bonne idée. répondre à la question, est-ce que ça peut être considéré comme du mécénat? Tout à fait. Oui. Et j'ai été en contact avec l'Office de tourisme des Seychelles, qui peinent à attirer des touristes pour autre chose que des lunes de miel, alors que c'est un marché de niche. Donc, ils cherchent vraiment à plus faire passer les Seychelles comme la destination de rêve, mais vraiment comme un lieu où on peut aller en vacances et passer du bon temps et apprendre des choses et découvrir des nouvelles activités. Et ils envisagent de proposer aux voyageurs d'aller donner des cours à l'école. Donc, en fait, de profiter de la présence des touristes qui ont un certain nombre de compétences et d'expériences de vie pour aller former des enfants et dans une logique pareille de contribution et puis de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand on est touriste, on peut rentrer chez soi en disant, bah voilà ce que j'ai fait. C'était quand même autrement plus original que d'aller nager avec des tortues. Je suis allée dans une école locale et j'ai donné une conférence de 2 heures sur mon métier. Et puis à l'inverse, ça permet de capter des connaissances Mm. et des compétences. Juste pour revenir sur la remarque du mécénat de compétences ou de temps, la difficulté parfois, c'est que quand les touristes sont sur place, cette idée de la pression temporelle, de devoir aussi rentabiliser leur séjour, de ne pas perdre de temps, peut peut-être les empêcher de contribuer sur place, mais dans des consultations en ligne qui sont faites, je pense notamment à celle qui est faite par Mountain Wilderness en ce moment, sur venez donner votre avis, venez écrire quelque chose, quelle est votre idée sur la transition, dans le traitement de ces données. J'espère qu'il y aura une distinction qui pourra être faite entre des avis qui sont donnés par des gens qui vivent dans les territoires de montagne et des gens qui les pratiquent au titre de touristes, parce que ça peut être aussi une forme de mécénat, de venir contribuer en temps décalé. Et d'ailleurs, nos répondants, justement par rapport à cette pression temporelle, certains ont dit nous, en rentrant, on s'est mis dans une association où on a fait de la promotion pour cette destination. Donc, on peut aussi imaginer des formes de mécénat qui soient pendant le séjour, mais qui soient aussi après le séjour. Alors, ça peut être du bouche à oreille positif sur des éléments un peu plus émergents, ça peut être du soutien à des produits qui sont Mm. fabriqués localement, ce genre de choses-là. On pourrait vraiment imaginer des temporalités distinctes sur les formes de mécénat. Alors, Solène, merci et au revoir. Qui doit nous quitter maintenant? Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a peut-être parmi les gens qui nous écoutent, des gens qui sont dans des offices du tourisme ou dans des institutions qui Mettre ont en mis en place. place ça? Parce que ça nous intéresse de vous entendre et d'entendre vos retours, votre expérience, les questions que vous vous posez, les résistances auxquelles vous avez euh, pu ou pas répondre. Je vois des personnes, sans vous dénoncer, mais j'en vois qui sont dans des offices du tourisme. Et c'est vrai que c'est souvent l'institution qui met ça en place. Je ne sais pas. En tout cas, on est preneur. Je crois que ben, c'est même sûr, nos coordonnées sont dans le document. Ah, Corentin demande, est-ce une idée reçue d'imaginer que certains touristes mm, de classe sociale très aisée, venant parfois de loin, tourisme de luxe ou étranger, seraient moins enclins à la philanthropie? Je pense que c'est pas une idée reçue. Mais alors, je me souviens plus qui faisait cette pub il y a quelques années qui disait devenez aussi intéressant que vos voyages, avec deux personnes âgées qui racontaient ce qu'ils avaient fait
avec devant une audience très, très attentive. Donc, je pense qu'il y a quand même aussi quelque chose que l'argent a du mal parfois à acheter, c'est le fait d'avoir des expériences uniques et ça peut se matérialiser sur cette façon-là. Il y a aussi une distinction à faire probablement chez des touristes qui viennent de façon ponctuelle dans une destination et des personnes qui, toujours dans ces registres de classe socialisée, et des personnes qui ont les moyens d'investir sur une destination en achetant une résidence secondaire, par exemple. Et là, on est peut-être dans des rapports à la destination qui sont tout à fait différents. Dans un cas, on a un engagement, un attachement probablement supérieur et ça peut être un levier de considérer ces nouveaux arrivants ou ces résidents non permanents, peut-être de les engager via la question de la philanthropie, ça peut être tout à fait intéressant. Et on n'a peut-être pas les mêmes dynamiques avec des visiteurs ponctuels qui vont, et c'est tout à fait légitime, hein, la question n'est pas là, venir une semaine à tel endroit et puis ensuite changer d'endroit la fois suivante. En tout cas, beaucoup de recherches sur la philanthropie traitent quand même de ces classes aisées. L'essentiel de la littérature, c'est quand même sur des gens qui ont des montants à investir dans la philanthropie de façon intéressante, parfois pour des raisons fiscales aussi. Il y a vraiment un grand ensemble. Donc, je ne sais pas si on peut vous répondre simplement, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la contribution des touristes, je vais dire le mot ordinaire, mais pas de façon péjorative, mais justement sur des montants qui sont peut-être modestes, mais aussi sur des investissements de temps, donc sur des contributions qui sont compatibles avec des formes de tourisme plus conventionnelles. Et quand on parle d'arrondi solidaire, effectivement, on parle de tout petits montants. Mais dans la littérature sur la philanthropie de manière générale, effectivement, ces personnes qui ont un gros pouvoir d'achat et un patrimoine conséquent sont ceux qui, en fait, en termes de volume de financement, amènent le plus d'argent. Donc, il y a d'autres motivations qui vont venir, qui vont entrer en jeu. Ce sera sur beaucoup des motivations de représentation sociale notamment, mais ça peut être activé aussi sur des destinations, mais peut-être pas sous forme de 50 centimes arrondis en caisse, mais sous forme de propositions de mécénat plus formelles. On sait qu'il y a des destinations qui essaient aussi de travailler cette cible de visiteurs très fidèles depuis longtemps. Je sais que Val d'Isère fait un club des anciens je sais plus quel est le nom, le club des médaillés, donc ils sont là depuis très très longtemps. Donc ça peut être aussi pour des destinations le fait d'avoir une relation privilégiée avec des touristes qui ont montré une fidélité, un attachement à la destination qui est fort, et ça peut être aussi une forme de façon de formaliser un petit peu la relation. On sait aussi que si vous avez voyagé aux États-Unis, il y a plein d'endroits où des visiteurs peuvent financer des réfections en mettant leur nom sur des bancs publics, par exemple. Enfin, ils ne sont pas publics pour le coup, mais des bancs destinés aux touristes pour acheter une pierre dans une réfection d'une place publique, etc. Donc ça aussi, c'est des formes. Moi, je n'ai pas encore trop vu en Europe, mais il y a sans doute des initiatives dans ce sens-là. Et ça peut vraiment être des façons créatives d'engager les visiteurs et notamment de jouer sur leur attachement d'une façon contributive. Est-ce qu'on prend une dernière question ou... Donc, quand je vous redis on est vraiment preneur de vos expériences, de vos retours. Si vous avez des cas à nous signaler, c'est toujours vraiment un plaisir parce que euh, on étudie des sujets qui sont quand même émergents. Donc, plus on a d'exemples, même des exemples qui ne fonctionnent pas, plus c'est intéressant pour nous. Euh, Si vous avez aussi envie de contribuer et de collaborer avec nous, ben, on est aussi tout à fait partant, peut-être avec des terrains, peut-être que dans des endroits dont vous êtes responsable, on peut mettre en place des expérimentations pour répondre au type de questions qu'on est en train de soulever là, parce que l'enjeu des chaires de recherche et de la Fondation USMB, c'est vraiment ce maillage territorial entre chercheurs, étudiants, territoires, acteurs des territoires, et c'est ça qui nous anime collectivement. Je crois qu'on Je crois qu'on va en on va rester là. arrêter. Puis n'hésitez pas, vous avez déjà nos contacts, donc on peut aussi
répondre par mail s'il y a des choses qui vous viennent a posteriori. On vous remercie pour votre attention, votre participation, puis on vous dit à la prochaine session. Merci beaucoup. Merci beaucoup.